Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Richard Malka. Bonjour. Bonjour à vous. Tout le monde connaît l'avocat que vous êtes, Richard Malka, notamment celui de Charlie Hebdo. Vous avez toujours été en première ligne aussi dans les combats pour la laïcité, contre les populismes et contre les ravages de l'islamisme. Mais en parallèle de votre activité d'avocat, vous êtes aussi un acteur du monde littéraire et de la BD, de la bande dessinée. Votre dernier ouvrage, Après Dieu, un plaidoyer pour la liberté de penser et la laïcité en forme de dialogue avec Voltaire, est publié chez Stock. Alors pourquoi ce livre et pourquoi maintenant, Richard Malka ? Alors d'abord, pourquoi c'est ? Parce que Stock m'a gentiment proposé de faire partie de cette collection qui consiste On va la nommer, la collection. Voilà, une nuit au musée, qui consiste à proposer à quelques auteurs tous les ans de choisir un musée n'importe où dans le monde, de s'y enfermer pendant une nuit. Alors, c'est l'éditeur qui arrange tout ça. Et il en sort un livre. Et j'ai trouvé que cette collection est un magnifique véhicule pour aller là où j'étais pas encore allé, pour se livrer peut-être davantage. Et vous avez choisi... Et moi, j'ai choisi le Panthéon. Le Panthéon parce que... Pour parler avec Voltaire. Et surtout parce que vous avez dit, un jour, je serai au Panthéon. Et votre maman vous a dit, Richard, je sais que tu iras au Panthéon. C'est ça ou pas ? Alors, je m'attendais à ce qu'on me fasse ce procès en mégalomanie. Vous êtes le premier à le faire. Non. Vous voulez être à côté de qui ? À côté de Voltaire, de Rousseau, de Zola, de qui ? Non. Mon grand homme, c'est Voltaire. Donc, vous voulez être à côté de lui quand vous serez au Panthéon ? Ah, j'ai passé la nuit avec lui. Et quand vous y serez, dans l'au-delà, c'est à côté de lui que vous voulez être. Si je devais y être un jour, eh bien, effectivement, ce serait le plus grand honneur qui puisse m'arriver que d'être à ses côtés. Mais j'ai déjà passé une nuit à ses côtés. C'est déjà énorme. Et ça va être angoissant d'ailleurs de passer une nuit au Panthéon. C'est génial. J'ai adoré ça. Ouais. Et alors, donc, Voltaire, pourquoi ce livre en forme de dialogue avec Voltaire ? Parce qu'il y en a plein au Panthéon. Vous avez croisé Zola, vous avez croisé Rousseau, Hugo. Jaurès, Schœlcher, Jaurès, Missak Manouchian et plein d'autres. Oui. Simone Veil, Marie Curie, Germaine Tillon, enfin il y en a plein. Ouais. Oui, mais Voltaire, c'est celui qui incarne le combat contre le fanatisme religieux. Votre combat. C'était le combat, c'était en tout cas cette pensée-là que j'avais envie d'approfondir. Et alors, je vais citer quelques phrases du bouquin. Enfin, ce que vous écrivez à Voltaire. J'ai toujours considéré les gens de Charlie comme c'est à Voltaire que vous écrivez ça, comme tes arrière-petits-enfants. Je suis persuadé que tu les adopterais. Il n'avait pas d'enfants, Voltaire. Et vous ajoutez, tu fais partie de ceux auxquels nous devons la laïcité. Alors en quoi Voltaire est, comme vous le dites, le produit le plus abouti des Lumières, donc quelque part la laïcité ? Parce qu'il est celui qui a contribué à débarrasser le monde public, la science, les lettres, la poésie, tous les domaines du savoir, de la connaissance, de l'activité, de la créativité humaine, de Dieu. Il est celui, en tout cas, de la religion. Et surtout, il était l'ennemi quelque part, l'adversaire ou l'ennemi, je ne sais pas, du catholicisme. Il honnissait le christianisme. Il en voulait beaucoup au judaïsme d'avoir enfanté le christianisme. Alors vous grillez les questions. On fait toujours à Voltaire le procès en antisémitisme. Alors c'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous en parlez ? Il a des mots très durs sur la religion juive. Mais ça, il a le droit de l'avoir. Et il en avait d'encore plus dur sur le christianisme. Et il en voulait au judaïsme d'avoir enfanté du christianisme qui, pour lui, était un conte pour enfants. C'était ça son problème ? C'est que le judaïsme avait enfanté... C'était un premier problème. Mais, et je lui pose la question dans ce livre, le problème, c'est qu'il passe d'une critique de la religion à une critique des juifs eux-mêmes, de manière globalisante et en faisant des amalgames. Et il a des amalgames antisémites. Totalement antisémites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais... Quand le banquier Pinto lui écrit en lui disant « Mais c'est vraiment pas bien ce que vous avez écrit sur les Juifs, c'est antisémite, vous globalisez, vous faites une généralité », immédiatement, Voltaire fait machine arrière. Il s'excuse en disant « Oui, j'ai eu tort. D'ailleurs, je vais rééditer dans une nouvelle version ce passage-là. Vous avez raison, j'aurais pas dû. Après tout, et c'est ça qui est important, il finit sa lettre en disant « Mais... soyez juif si vous voulez, mais surtout soyez philosophe. » Et en fait, c'est ça qui lui importe. Et ce serait bien qu'aujourd'hui, certains qui font preuve d'antisémitisme fassent la même chose.
le même mea culpa. On en parlera tout à Ça l'heure. serait bien. Ça serait bien. Alors, Voltaire rappelle que la liberté humaine repose sur la raison. Ouais. Et il se méfie aussi des émotions. Est-ce juste de dire que la raison, c'est votre devise? C'est assez juste de C'est le la dire. Alors, devise de l'homme, j'ai- de l'homme Richard Malka ou de l'avocat Richard Malka? des deux, je Hein fais une exception. Laquelle? Je L'amour. sais ce que vous allez me dire. Il ne peut que pas vous y êtes- avoir de raison en amour. Parce que vous êtes infidèle, c'est ça? Pas du tout. Me faites surtout pas dire ça, malheureux. Vous voulez Ah, que j'ai des problèmes? Non. Non, mais je sais que vous allez dire ça. La raison pour tout, sauf Bah, en amour. je propose à Voltaire de remplacer la devise française par une nouvelle, parce que, bon, égalité, liberté, c'est magnifique, mais enfin, ça déjà, c'était un peu vieux. Donc, Ça date. voilà. Donc, je lui propose une nouvelle devise qui serait, en toute chose, la raison doit dominer, sauf en amour. Sauf en amour. Alors, c'est le principe de cette émission. Donc, avant de revenir sur votre livre, et donc justement, puisque c'est le principe de l'émission, quelques mots sur votre parcours, Richard Malka. Vous n'êtes pas un fils d'émigrés, des Juifs marocains. Votre mère est même passée par Israël. Oui. En 54, si je me souviens bien, avant de choisir la France. Pourquoi? Enfin, c'est surtout mon père qui a choisi la France pour mais elle. bon, votre mère est venue quand même. Votre mère est venue, donc elle a choisi la France. Absolument. Elle aurait pu rester en Israël, et puis voilà. Pourquoi la France les faisait rêver, vos parents? Exactement pour les mêmes raisons que la France faisait rêver tous les immigrés de Bessarabie, d'Europe de l'Est, au XXe siècle. C'est pas la France, en fait, c'est la République qui les faisait rêver. C'est les valeurs républicaines. C'est la République qui avait défendu Dreyfus, qui était descendu dans la Ils rue. vous ont dit ça, vos parents? Ou vous l'avez ressenti? Je l'ai ressenti. C'est plutôt Robert Badinter qui faisait cette différence entre la République et la France. C'est la raison pour laquelle ses parents étaient venus. C'est la France de la Déclaration des droits de l'homme, de la Révolution française, de l'égalité pour les Juifs. C'est cette France-là, ce qu'ils ont épousé. C'était merveilleux. Un pays qui pouvait se battre judiciairement, littérairement, intellectuellement pour le capitaine Dreyfus. C'était dingue. Même s'il n'y avait qu'une moitié du pays, c'était déjà dingue. C'est déjà pas mal, une moitié du pays. Oui. À une voix près, c'est la majorité. Ouais. On l'a vu récemment encore. Que vous reste-t-il de votre enfance? Que me reste-t-il de mon enfance? Tout. On est toujours le produit de son enfance. Non, mais quoi? Précisément quoi? Peut-être une certaine candeur face à la vie. Je ne l'ai pas perdu. Est-ce que vous ont appris vos parents, d'ailleurs? Ouais. Ouais. Vous avez 2 frères? J'ai 2 grands frères. Et vous avez tous les 3 réussi, comme on dit. Oui, et une exigence aussi. Une exigence d'ascenseur social, de travail, de réussite. Et en même temps... on va préciser les choses. Un frère ingénieur, un frère médecin. Ouais. Et vous, avocat. Voilà, quoi. Voilà, classique. C'est la mère juive qui veut ça. Ils ont beaucoup donné et je crois que vos parents voulaient que vous soyez médecin? Non, pas moi. Non. C'était votre frère. Non, ils auraient aimé que mon frère médecin soit chirurgien, que l'ingénieur fasse Polytechnique et que moi, plutôt qu'avocat, je fasse l'ENA. Mais bon, ils étaient quand même très fiers. C'est un échec. C'est vraiment un échec. Alors, ce sont vos parents, vos racines ou vos rêves qui ont forgé votre universalisme? Les 3. Mon capitaine. Les 3, Les trois. On m'a élevé comme ça, en fait. Et puis, ça me correspond. Et puis, c'est la raison, là encore, qui l'impose. Je vois ce qui fait que nous nous ressemblons. Je ne vais pas passer ma vie à agiter mes différences. Je suis juif, je suis hétérosexuel, je suis un homme, je suis ceci. On a d'abord la même condition humaine à 99,9%, au-delà de sa couleur, de sa religion, de son genre, de sa sexualité. Et si on passe son temps à se concentrer sur ces différences, comment on fait pour vivre ensemble? C'est la bonne question. Et on voit qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On voit qu'on n'y arrive pas. Donc c'est très bien d'avoir des différences, ça enrichit, mais c'est pas majeur, c'est pas l'essentiel. Et il faut être ouvert sur l'autre, sur le monde. Mais évidemment. Et on va en parler. 1992, vous avez 23 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Charlie Hebdo arrive au cabinet. Et vous devenez avocat. Ah, je deviens avocat. Vous devenez avocat. Oui. On va pas en janvier, je deviens avocat et en juin, ils arrivent au cabinet. Voilà. Et c'est un hasard ou c'est une vocation, le fait d'être devenu avocat? C'est complètement un hasard. Ouais. J'ai fait un bac C, donc un bac mathématique. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait pas de Parcoursup à l'époque. C'était une époque beaucoup plus légère. Et à l'époque, c'était droit ou médecine? Ouais, j'ai fait droit, ça, voilà, sans trop savoir. Mais je n'ai jamais eu la vocation de devenir avocat. Je voulais devenir journaliste, figurez-vous. Oui. Vous l'êtes quelque
quelque part aussi, voilà. journaliste. Hein. Et quelles sont les personnes qui ont marqué votre vie, votre parcours, votre vie professionnelle? Et je sais de qui vous allez me parler, mais je veux que vous m'en parliez. Georges Kijman. Georges Kijman, parce que vous avez commencé dans son cabinet. À l'époque, c'était un ami très proche de Mitterrand. Ouais. Hein? Oui, alors moi je le connaissais très peu, puis j'osais à peine lui adresser la parole. Pour moi, venant de nulle part, c'était le ténor, l'homme d'une culture universelle. Il était brillant, il avait toutes les femmes, il était incroyable. Toutes les femmes, ah bon? C'était un séducteur. Il était ministre. Il avait tout réussi. Il avait tout réussi, et donc vous êtes dans son cabinet en stage. Vous commencez en stage. Et donc je fais un stage dans son cabinet. Lui est devenu ministre. Et donc après vous avez... Voilà, et on devient très 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 proche, et ça devient une sorte de père spirituel. Père spirituel, et il y a aussi Robert et Robert Badinter, Elisabeth Badinter. Et Elisabeth, terriblement. Et aussi ils ont très importante. Ah bah plus que ça, c'est ma boussole. Hein? C'est ma boussole. J'ai vu d'ailleurs qu'Elisabeth Badinter a écrit un papier extraordinaire sur votre livre. Ah, ça, c'est une de mes grandes fiertés. Elle a fait une critique de mon livre dans le Parisien, il me semble, dans la Tribune du Dimanche. La Tribune du Dimanche, absolument. Pardon. Je me trompe, Tribune du Dimanche. Donc je l'ai encadré. Ah, oui. Ça, je l'ai encadré. Ouais. Votre engagement à Charlie Hebdo, donc, il débute, comme vous l'avez dit, en 92. Il vous dit que c'est une famille amicale qui est devenue une famille idéologique, une famille de pensée. Qu'est-ce que le massacre de Charlie a changé dans votre vie, Richard Malka? Puisque vous êtes allé le jour même... Il y a évidemment, comme on peut l'imaginer, il y a un avant, il y a un après, et rien n'est pareil. Et plus que ça, plus les années passent, plus les radiations sont importantes. Plus ça prend de l'importance, en fait. Ça change ma vie de plus en plus lourdement. Et alors, ça change votre vie de plus en plus lourdement. Depuis 2015, vous êtes sous protection policière. C'est pas évident. Non, mais on va pas se plaindre. Il y a pire, il y a plus grave. Mais oui, c'est paradoxal que de défendre la liberté, parce que je ne fais que ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est la différence avec d'autres pays. En France, on vous protège. Ah, ça, c'est sûr. Hein, en Algérie, Boualem Sansal. On vous met en prison. On vous met en prison. Oui. Et c'est bien d'en parler, parce que je ne veux pas faire une seule interview sur la liberté d'expression, qui est mon sujet, sans parler de Boualem Sansal. Donc, parlez de Boualem Sansal. Et de la manière dont il est traité en Algérie. Et d'ailleurs, on en parle peu, même en France, de Boualem Sansal. Ah bah moi, j'en parle... non, mais vous, mais... Oui, non, mais la situation est folle. C'est un écrivain qui est mis dans une geôle, qui a 75 ans, qui est malade, qui est mis dans une geôle uniquement à raison de ses écrits. Il n'a rien fait. Et il y a encore des gens en France, patrie de la littérature, qui trouvent que c'est pas bien de signer une demande de libération. Mais ces gens sont des monstres. Ce sont des monstres. Alors, il y a eu deux choses cette semaine. Hein. Il y a eu deux choses. On a appris que son avocat, que les autorités algériennes voulaient plus qu'il garde son avocat. Parce qu'il était juif. Maître Zimré, parce qu'il était juif. Ouais. C'est pas rien. Et c'est ce qui est fou, parce que c'est François Zimré, qui est un ami, qui est quelqu'un de remarquable, qui est en plus diplomate. Qui a été ambassadeur de France, quand même. Pouvait pas tomber qui a été la cible d'un attentat islamiste. Puis alors, quand même, raisonnable, nuancé, complexe, c'est pas un fou furieux. C'est difficile de trouver mieux, franchement. Et donc ça dit quoi il s'est jamais positionné comme juif de toute sa vie. Et ça dit quoi C'est un antisémitisme d'État. Ouais. Et on réagit pas. Et un antisémitisme d'État, dans un pays, il n'y a plus de juifs. Bah oui. Hein? Ouais. Et alors quoi? Donc il y a des avocats qui n'auraient pas le droit d'exercer. On en revient parce que juifs. Ça, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était Pétain. Hein? C'était Pétain. Donc ces voyous qui sont au gouvernement en Algérie, à un moment, il faudrait que la France fasse un peu preuve d'autorité. Sinon, on ne représente plus rien, en fait. Et alors, il y a peut-être des choses qui se passent dans les coulisses. Hein? Évidemment. Non, mais que les institutions gardent une certaine mesure jusqu'à un certain point, je veux bien. Mais la société civile, si elle ne réagit pas, c'est déshonorant. Et d'ailleurs, quand les partis politiques, notamment LFI, refusent de voter au Parlement européen... C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Voilà, mais il faut le dire clairement. Refusent de voter une résolution demandant la libération de Boualem Sansal. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ça dit quoi de ce parti? On en reparlera. Lâcheté, indignité. Alors après, ils ne savaient plus comment expliquer. Mais c'est honteux. Il y a un moment, il faut se regarder dans la glace. Ils ont refusé de signer une pétition pour demander la libération d'un écrivain embastillé parce qu'il est écrivain. Mais je ne sais même pas comment on peut faire ça. Si mon pire ennemi, écrivain, était embastillé quelque part à raison de ses écrits,
Mais j'aurais aucune réserve à signer tout ce qu'on veut. C'est Voltaire. Voltaire. Alors, c'est pas de lui, cette phrase. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est Voltaire. Mais bien sûr. C'est Voltaire. Bien sûr, je suis pas d'accord avec vous, mais ça correspond à ce qu'il disait. Évidemment. Et quand vous entendez... Vous savez de qui je parle? Dominique de Villepin. Oui. Quand il dit l'Algérie n'est pas une dictature. Quand il dit l'Algérie n'est pas une dictature. Ah oui. Oui, enfin... Dominique de Villepin. Vous en pensez quoi de ce personnage? C'est un naufrage. Pourquoi un naufrage? C'est un naufrage d'être à ce point en connivence avec des dictatures, des mouvements terroristes parfois, alors que c'était le premier à condamner Charlie Hebdo. À un moment... À condamner Charlie Hebdo pour la publication des caricatures. Oui, pardon, à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, Jacques Chirac aussi, il n'était pas... Jacques Chirac aussi. Net, Donc on a là une complaisance envers des régimes arabes qui ne méritent pas de l'être. Ouais. Et c'est des régimes arabes qui retirent toute la liberté à leur peuple. De la part de Dominique corrompu. De Villepin. De la part notamment de Dominique de Villepin. Mais et d'autres. Ça encore. Il y a un moment, il y a quand même, on doit avoir une certaine conscience, une certaine morale. Comment prétendre que l'Algérie n'est pas une dictature corrompue, dirigée par des personnes qui font peu de cas des droits de l'homme et qui sont maintenant, de leur peuple. Et qui ont démontré maintenant qu'ils étaient antisémites. En prime. Et en plus. En prime. Et alors, par rapport à ça, vous dites... Enfin, ça n'a pas l'air d'être sa principale préoccupation. Non, vous trouvez qu'il a eu il y a des relents antisémites chez lui? Je ne sais pas, ça s'est sorti contre BFM. C'est ça. On attend mieux. On attend plus de hauteur. Ou on n'attend plus rien. On n'attend plus rien. Vous dites... L'esprit Charlie, l'esprit de Voltaire, c'est le contraire aussi du renoncement. Il faut se battre. Il faut aller au bout de ses idées. Et ça, c'est un sens. Ouais. Ça donne un sens à la vie, se battre. Ouais. Quand on se bat, quand on combat... Et ne pas renoncer, surtout. Quand on ne renonce pas, on vit. On vit. Alors, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, on a l'impression que depuis 10 ans, depuis le massacre de Charlie, que ce soit chez les journalistes, chez les politiques ou dans la société civile, la peur s'est installée. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la lâcheté? Vous allez nous dire. Je serais peut-être pas aussi sévère que vous. Non, mais c'est une question. Oui. Il y a eu cette tendance. Moi, je l'ai senti très, 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 très fort jusqu'en 2020. Et je trouve que depuis 2020, il y a une prise de conscience. On précise les choses. 2007, procès des caricatures. Voilà. 2020, procès... Charlie, des attentats. Et d'Hypercacher. Ouais. Et précisément, au moment de ce procès, qui a été très politique, qui a été ponctué par des attentats, en particulier celui de Samuel Paty, je trouve qu'il y a une prise de conscience. Je trouve que les gens de plus en plus sont conscients qu'il faut se battre, précisément, que c'est pas la peine d'essayer de faire l'autruche, de rêver, d'avoir l'illusion d'un monde où on serait en paix. On n'y est plus en paix. Et les gens ont compris. Et ils sont passés en mode combat. Et moi, je le ressens autour de moi. Et y compris chez les journalistes, où c'était pas si évident que ça, où on faisait attention à ce qu'on disait, où on avait peur d'être qualifié d'islamophobe ou d'avoir un procès. Ça a changé. Je trouve que ça a changé. Je trouve qu'on dit davantage les choses, qu'on les regarde, et il faut les dire avec nuance, avec complexité, et sans agressivité, mais il faut ne pas avoir peur de parler de religion et d'islam. Et c'est différent de parler des musulmans. Et parfois, en étant critique de l'islam, on est aux côtés des musulmans. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'ils souffrent de l'islamisme. Et on en reparlera. Parce que je voulais qu'on parle du procès, puisque vous avez du procès Charlie 2020. Vous avez été avocat. Votre plaidoirie a été saluée par tous. Vous y avez accusé ceux qui, dans les milieux politiques, associatifs et intellectuels, de Roca Diallo, Virginie Despentes, en passant par Obono et Villepin. Et Villepin et Pascal Boniface ont véhiculé, je vous cite, les accusations de racisme et d'islamophobie qui ont nourri la haine à l'encontre du journal. Qu'est-ce que vous entendez par complicité? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont armé quelque part les tueurs? En tout cas, ce que je sens... D'autres l'ont dit. Mais évidemment, les mots, le verbe est à l'origine de tout. En développant pendant des années, plus ou moins... fortement, plus ou moins agressivement, l'idée que Charlie Hebdo était islamophobe, raciste, faisait de la stigmatisation, ne faisait que parler des musulmans, on leur a mis une cible dans le dos. Je vais vous citer une phrase. Je suis sûr que ça va vous revenir. Vous allez voir de qui il s'agit. Quelqu'un a parlé de la ligne beauf raciste de Charlie.
C'était en 2012, dans l'Obs. Mais il y en a eu, c'est Pascal Boniface. Pascal Boniface. Mais il y en a eu tellement d'autres, mais il y en a encore. Mais depuis il y a quelques mois. Mais je veux dire, pour nos auditeurs, il faut qu'ils sachent, il faut faire tomber les masques et dire que Charlie Hebdo est devenu un journal populiste et non plus libertaire. Il n'y a rien de courageux à taper sur les musulmans en France à notre époque. Voilà. 10 ans après le massacre de Charlie. Alors jamais. On y est toujours ou pas? Jamais Charlie n'a tapé sur les musulmans. Ouais. Charlie a passé sa vie à être de toutes les manifestations, de toutes les pétitions, demandant l'interdiction du Front National, étant aux côtés des intellectuels algériens pendant la décennie noire, faisant du bénévolat pour toutes les associations antiracistes. Bien plus que ceux qui nous donnent des leçons. Daniel Bono aussi à l'époque, puisque aujourd'hui énormément. Elle avait tapé. À la limite, je ne veux même plus reparler de ça. Ceux-là, j'en ai parlé. Mais il y a des nouveaux. C'est-à-dire tous les ans, il y en a des nouveaux. Les nouveaux. Je ne veux pas la peine de les citer, mais il y a un écrivain qui a fait un livre il n'y a pas très longtemps, il y a quelques Bélanger, mois. C'est ça Aurélien Bélanger, pour ne pas le citer, reprenant exactement le même procès, qui lui, à l'époque, était sarkozyste. Donc voilà, on voit que les vestes se retournent assez facilement. Aujourd'hui, il nous donne des leçons de gauchisme. Donc bon, mais tous les 2 ou 3 ans, il y en aura un nouveau. C'est comme ça, il faut se singulariser, il faut exister. C'est pas très grave, au fond. C'est pas très grave. Alors, retour au 7 janvier 2015. Et après, on va reparler de votre livre. Mais il faut parler de ça parce que c'est important pour vous, Charlie, et les procès. À cette époque, Jean-Luc Mélenchon affichait sa proximité avec Charlie, vous vous souvenez? Bien sûr. Il ne caressait pas les islamistes dans le sens du poil, c'est bien ça. Il avait même prononcé l'éloge funèbre de Charb. Que s'est-il passé depuis pour qu'il vrille autant? Ah, ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Non, mais comment vous... C'est pas à moi. Je ne suis pas un expert. Je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il n'est plus aux côtés des hommes, du côté de l'humanisme, du côté de l'universalisme? On sent bien, si je voulais, j'en parle dans le livre. Il a trahi la gauche? Je reprends ses déclarations sur la laïcité. Franchement, moi, j'ai jamais osé aller aussi loin. Quand il dit que les femmes qui portent le voile se stigmatisent elles-mêmes pour ensuite se plaindre, et que c'est totalement anti-républicain et que c'est inacceptable. Mais ça, c'était en 2010 ou je sais pas quand. Voilà. Ah là, et manifestement, c'est plus ce qu'il pense. Voilà. Donc moi, je ne fais que reprendre ces déclarations de l'époque et d'aujourd'hui pour dire ce n'est plus le même homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour faire ce virage à 180 degrés? Est-ce que c'est purement électoraliste? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais je constate qu'il n'est plus laïque. Il n'est plus universaliste. Il n'est plus républicain. Vous parlez de qui? De Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, plus laïque. Et puis... Il est communautariste, il est différentialiste, il est essentialiste. Ouais. Donc c'est autre chose. Il a le droit. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit, mais il n'est plus républicain. D'ailleurs, lui et ses amis de LFI multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations, l'étude au relent nauséabond sur des personnalités juives. Un récent sondage Ipsos démontre les ravages de la stratégie Mélenchon. 20% des sympathisants de l'FI souhaitent le départ des Juifs de France. 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas. 55% adhèrent à au moins 6 clichés antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? D'une tradition très 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 ancienne à l'extrême gauche. Qui remonte à l'époque de Dreyfus. De Jules Guesde, évidemment. Voilà. Les anti-Dreyfusards. Il y a une tradition, les anti-Dreyfusards, il y a une tradition très ancrée, mais même les écrits de Marx. Tradition antisémite. Alors qu'il était petit-fils de rabbin, enfin on sait tout ça. Tradition antisémite. Dans la gauche radicale, mais, non, mais là, vous dites c'est historique. Vous faites le parallèle entre cette gauche-là, Guesde... Il y a un courant antisémite à l'extrême gauche. Et Mélenchon, mais je ne dis pas que tous les adhérents des LFI sont antisémites, loin de là. Mais il y a dans le discours de Mélenchon des propos qui alimentent l'antisémitisme, clairement. Et justement, on va citer l'un de ses derniers propos, un tweet de Mélenchon mercredi, après que Rima Hassan ait été refoulée de l'aéroport de Tel Aviv. On a vu des images, habillé d'ailleurs en bleu et blanc en couleur d'Israël. Je cite Mélenchon. Il a demandé à la diaspora, il faut comprendre aux Juifs français, entre guillemets, protester en solidarité avec les Français, en allusion donc au fait, donc, solidarité avec Rima Hassan. Qu'est-ce que ça vous inspire? Solidarité avec les Français. Mais c'est complètement fou, parce que ce sont les mêmes qui disent pas d'amalgame. Quand il y a des attentats terroristes, ils ont raison de le dire. Donc, on précise pas d'amalgame entre l'islamisme et les musulmans. Entre les islamistes et les musulmans. Et les musulmans français qui n'y sont pour rien quand il y a des attentats. Mais par contre, lui, il fait des amalgames sur les juifs. Admettons que moi, qui suis juif, je n'en ai rien à faire de ce qui se passe
en Israël. Israël. C'est pas mon sujet. Hmm. Pourquoi il veut me faire prendre position? Parce que je suis juif? Mais c'est quoi? Mais à quel titre? Donc, il fait un amalgame entre des positions fantasmées que devraient avoir des juifs obligatoirement. Ce serait comme obliger les musulmans à chaque attentat à dire je suis contre les attentats ou je suis contre Daesh. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas quelque part aussi le procès de la double allégeance? Bien sûr, Hein, bien sûr. qui est au centre de la rhétorique antisémite depuis tout le temps. Cette demande est folle. Ouais, Il faut s'y arrêter. ouais. C'est pour ça que je un pose la question. dérapage incroyable. Antisémite. C'est un dérapage. Je sais. Mais c'est terrible parce que est-ce qu'ils se rendent compte encore? Moi, je ne sais pas si quelqu'un est antisémite ou s'il ne l'est Ouais. pas. Je ne sais pas Non, mais sonder les il y a la reins avec manière eux. dont Mais ces on ressent ça. Hein. Ces propos ont des relents d'antisémitisme extrêmement forts. Qu'est-ce qui se passerait si Marine Le Pen disait la même chose? Bah, ça ferait un scandale Hein, monumental. il y aurait des millions de personnes dans les rues. Hein. Mais moi, Hein. je veux dire, je n'ai jamais parlé de la situation. En fait, je n'ai jamais parlé de la situation en Israël. Jamais. Vous pouvez chercher. Ouais, mais bon. C'est pas mon Ouais. sujet. Mais à chaque fois que je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, maintenant, j'ai des messages me disant c'est un soutien du génocide. Et voilà, et on vous dit. Et Mais à d'ailleurs, quel titre on me dit ça? Et on vous dit, hein, on nous dit, et on ne sait pas, les gens qui écrivent ça ne savent pas ce qu'on pense. On aura pensé autre chose c'est que ça. s'y croire. Et puis il y a des juifs qui sont antisionistes. Voilà, et ils nous disent, C'est des mots. on est génocidaire. Bah, c'est ça. Hein, c'est le nouveau terme à la mode. Hein. Rima Hassan a tweeté ces mots, mercredi aussi, ou jeudi. On sacrifiera autant de générations que nécessaire, après avoir été refoulé de Ben Gurion, mais tôt ou tard, on rentrera. Ça glace le sang. C'est les propos de Ben Laden. Nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. Le culte de la mort. C'est le culte de la mort. Et puis alors, ces gens-là qui tiennent ces phrases-là, en général, effectivement, c'est souvent des députés européens, des gens qui ont des très bonnes situations, qui n'enverront pas du tout leurs enfants, mais qui envoient à la mort les enfants des autres avec une facilité assez incroyable. Parce qu'elle, elle est bien tranquille au Parlement européen pendant ce temps-là. Ouais. Donc, bon, puis elle n'en sait rien du tout. Qu'est-ce que font les générations d'après? Et puis, je pense que les générations d'après, elles auront, et comme la génération d'aujourd'hui, ils ont surtout envie de vivre. Et de vivre le mieux possible. De vivre le mieux possible, et puis donc, qu'est-ce qu'on veut? Et quand on est un parent, on n'a pas envie que ses enfants meurent. Et on souhaite la paix. Hein. Donc c'est quand même une image, elle véhicule une image des Palestiniens qui est démente. Je vais vous citer des propos de Golda Meir de septembre 73. Septembre 73, 52 ans. Nous pouvons pardonner aux Arabes de tuer nos enfants. Nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants. Nous n'aurons la paix avec les Arabes que quand ils aimeront leurs enfants plus qu'ils nous haïssent. Mais moi, je veux croire que c'est le cas de 99%. Non, mais ça, c'est une réponse quelque part à Rima Hassan. Hein. Oui, mais bien sûr. Ouais. Mais les habitants de Gaza, mais comment imaginer qu'ils puissent avoir envie de sacrifier leurs enfants comme ça? Je crois pas, moi. Je crois qu'ils ont juste envie de vivre. De vivre bien. Mais vivre loin, d'ailleurs, éventuellement, du projet de Trump. Ah bah ça, là, ça me dépasse un peu, mais ça nous dépasse tous, en fait. Vous avez vu cette vidéo, là? Bon, on est en plein délire. Ouais. Avec des casinos à Gaza. Non, mais c'est indécent. Vu ce qui arrive à Gaza, qui est terrible, c'est un fait. Poster une vidéo pareille quand on est président des États-Unis, là, on ne sait plus où ça va s'arrêter, ce délire-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet état du monde? Trump, Poutine, le Proche-Orient? Je vois pas comment ça finit bien, en fait. Alors, il peut avoir des effets positifs assez imprévus, mais c'est quand même une grande inquiétude. Alors, je sais que vous avez dit à l'instant, moi, j'ai jamais parlé d'Israël. Mais quand même, cette semaine, on a vu les obsèques de ces deux enfants, Bibas, Ariel Kfir et leur maman Chiri. Quand on voit ces images, quand on entend leur père parler. Mais là, juif, pas juif, parler d'Israël, tout ça cède. On est d'abord des êtres humains. On ne peut être qu'horrifié et ça nous empêche pas de penser, cœur brisé. Et ça ne nous empêche pas de penser à la souffrance aussi des Palestiniens. Mais évidemment, combien d'enfants sont morts? Combien d'enfants? Comment on sort de ça? Comment on arrive à faire que, et des deux côtés, que les enfants ne meurent plus? Et ces deux enfants, Ariel et Kfir, étranglés. Que ça serve à quelque chose. Étranglés. Que tous ces morts servent à quelque chose pour l'avenir. Moi, mon ambition, c'est pas que des générations de Palestiniens continuent à mourir. C'est pas ça mon ambition.
c'est qu'ils vivent. Qu'ils vivent. Alors, on va revenir à votre livre, Richard Malka. C'est quoi votre sacré, d'ailleurs, puisque vous parlez beaucoup de religion? Vous avez un sacré ou pas? Un sacré laïque, un sacré Mon universel? sacré, c'est qu'il n'y a pas de sacré. Ouais. Bah oui. Mais ça veut C'est dire le quoi? doute. Le doute. Bah oui. Et c'est la raison aussi ou pas? C'est de refuser les dogmes, Hmm. de refuser de se faire imposer des atteintes à nos libertés au nom du sacré. Alors, je vous cite, « Il est temps d'affirmer sans relâche que le renoncement à la liberté au profit d'un Dieu qui ne demande rien est une lèpre qui viole notre conscience collective. » Et pourtant, comme vous le constatez, c'est d'où ce livre, hein, on assiste à un retour du religieux. Partout. Oui. Partout. Partout. Depuis des années. Ouais. Et ça va, je vais pas dire de pire en pire, mais ça va en s'étendant. Bah oui, parce que plus on est dans un monde de peur, Mm. plus la religion prend de la place. Et pour vous, ça pose un problème. Ah bah, il suffit d'ouvrir les yeux, hein. Mm. De le voir. Alors, dans le monde de l'islam, voilà, on a tous vu ces mouvements apocalyptiques complètement fanatisés. On voit des attentats tous les jours. Dans les musulmans, d'ailleurs, ce sont les principales victimes. Dans le monde évangélique, alors pas chez nous, Mais un peu chez notamment nous, aux mais États-Unis. Hein. aux États-Unis, au Brésil, en Amérique du Sud, c'est des mouvements fondamentalistes également. En Israël, il y a aussi, on a tous conscience que le fait qu'il y ait des fanatiques au gouvernement, ça n'arrange pas les choses. Donc là, vous faites allusion à Ben Gvir et Smotrich. On devrait interdire à ces gens-là, parce que c'est la même chose. Hein. Ils envoient les enfants des autres à l'armée, hein. mais pas les leurs. Hein, et Pas les leurs. Ben Gvir qui avait applaudi l'assassinat. Voilà. de Rabin, hein. Donc c'est toujours la même chose. Mais, Ouais. Et puis ils s'en foutent, puisque ce qui leur importe, c'est le ciel. Mm. C'est pas les hommes. Mm. Moi, ça me va pas. Et Quelle que soit la religion. donc, c'est le culte de la vie qui l'emporte. Bah, évidemment. Et de la raison. Évidemment. Et de la raison. Alors, vous revendiquez le droit, je vous cite, d'emmerder Dieu. Et vous ajoutez, dans tous les cas, il y aura d'autres attentats, vous le disiez tout à l'heure. Il y en a eu d'autres depuis que j'ai écrit ce livre. D'autres morts, d'autres procès. Alors, autant que ce soit pour redevenir ce vieux peuple qui, il y a bien longtemps, inspiré l'idée de liberté au monde, il n'y aura pas de salut dans la lâcheté. J'espère que nous ne serons pas la génération qui aura tourné le dos à son histoire et à son avenir. J'espère, ça veut dire qu'il y a un doute chez vous. Ah oui. Hein, Mais un grand doute. c'est pour ça que j'aime vous parliez des valeurs républicaines. Ouais. Pour moi, c'est pour ça que j'aime ce pays. C'est le pays qui a mis à l'écart la religion, qui l'a renvoyée dans le domaine privé. 1905, mais beaucoup veulent revenir en arrière. Révolution française, Ouais. Troisième République, Et puis 1905. mais beaucoup veulent revenir en arrière. Et Voltaire aussi. Et Hein. il y a une pression. Hein. Et vous dites à Voltaire, tu n'en reviendrais pas. Partout, la servitude au Dieu empoisonneur revient dans toutes nos vies, parfois sous la forme la plus barbare, moyenâgeuse. Tu dois te retourner dans ta tombe en assistant au retour du religieux. Vous ajoutez, à notre époque, tu serais un homme mort avec tes diatribes. Mais vous savez ce qui m'épate, moi, ce qui m'étonne, Ouais. c'est que si j'avais tenu il y a 30 ans les mêmes propos que je tiens aujourd'hui, tout le monde m'aurait dit, mais il enfile les perles, celui-là. Pourquoi il nous dit ça? C'est tellement évident. Et aujourd'hui, tout le monde ouvre des grands yeux en disant, ah, il y a du courage. C'est fou. Ouais. C'est fou. En pas longtemps, comment ça s'est retourné. C'était une évidence, tout ça. Ouais. Mais c'est pour ça que vous avez une protection policière. Oui. Hein. Et encore, quand je vais en Belgique, c'est pire. Ouais. Ah bah alors là, ils n'en reviennent pas du discours que je tiens. Parce que la Belgique, c'est pire que la Ah bah France. oui. Hein. Il y a d'autres pays européens où c'est encore pire. La victoire, le score très important réalisé par l'AfD en Allemagne. Là, c'est plus l'islamisme, c'est l'extrême droite. Ouais. Ça Bah pose- oui, mais ça se nourrit. ça se nourrit. On est dans cet étau-là, en fait. Mm. Les uns nourrissent les autres. Ouais, parce que vous dites les radicalités s'alimentent. Bah évidemment. Hein. Mais c'est vrai que ça a toujours été le cas. Hein. Et vous parlez de toutes les religions dans votre livre, en particulier de l'islam. Vous en avez parlé, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Et vous expliquez que pour faire taire les critiques, on oppose souvent le procès en islamophobie. On vous oppose souvent le procès en islamophobie. Ce qui est en fait une arme de censure, pensée comme telle. Et c'est pas moi qui le dis, Salman Rushdie l'a dit bien avant moi. Et on va préciser d'où vient ce terme Bon, d'islamophobie. alors là, il y a des polémiques Bon, enfin, infinies. hein, mais ça sur, vient des mollahs iraniens. Hein, pour résumer. Je les vous choses. laisse. Pour résumer les choses. Ok. Alors, c'est l'islam ou c'est l'islamisme qui pose problème? Et c'est évidemment l'islamisme. Mm. Mais on ne peut pas déconnecter
Et là aussi, c'est une lâcheté de le faire. On ne peut pas déconnecter l'islamisme de l'islam. Ça veut dire quoi? L'islamisme ne vient pas de nulle part. Ça veut dire c'est quoi? pas deux religions séparées, en fait. Ça veut dire quoi? On ne peut pas déconnecter ça veut dire l'islamisme que de la même manière, l'Inquisition est l'expression fanatique de la religion chrétienne. L'a été. L'islamisme est la version fanatique de l'islam. Mais il y a un lien. L'un donne l'autre. Et ça, toutes les religions ont leur version fanatisée, intégriste, fondamentaliste, littéraliste. La religion juive, la religion chrétienne, le bouddhisme, tous. Le problème, c'est quand la version intégriste devient si importante qu'elle prend le dessus sur la religion d'origine. Mais tous les terroristes sont islamistes. Tous les terroristes ne sont pas musulmans. Ça bien sûr. Bon, vous avez des terroristes de toutes les religions, de toutes les obédiences. Mais effectivement, il y a un problème d'une version de l'islam qui se radicalise, qui n'accepte plus la critique, qui veut censurer la critique en utilisant le terme islamophobie. Et on a le droit d'avoir peur des religions, mais tout est biaisé dans le terme islamophobie, puisque on a absolument le droit et c'est légitime, et il faut avoir peur des religions. La phobie, c'est aller trop loin, c'est une peur panique. Il n'y a pas de raison non plus d'avoir une peur panique, mais donc il ne faut pas utiliser ce terme. Il est complètement biaisé. L'islam compatible avec les valeurs de la République ou pas? Mais l'islam est absolument compatible avec. Il y a 1000 islams. Et tous les jours, vous voyez des musulmans plus républicains que n'importe qui. Et qui souffrent. Et qui en souffrent de ces excès-là. Qui sont les victimes de l'islamisme. Bien sûr, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme le protestantisme. Mais il y a une lutte à mener, et une lutte à mener d'arrache-pied, et c'est ça que je voulais traiter dans ce livre, contre les versions littéralistes, fondamentalistes, c'est-à-dire dogmatiques, contre les versions qui veulent imposer une manière de vivre aux autres. Si des musulmans n'ont pas envie de faire le ramadan, eh ben ils font pas le ramadan. Et il n'y a pas de raison qu'on les tue pour ça, comme à Bordeaux. Et on souhaite aux musulmans qui nous écoutent un bon ramadan. Exactement. Qui a commencé vendredi. Alors vous respectez toutes les religions et tous les croyants, mais vous parlez aussi des ravages de ce que vous appelez l'idéologie du respect, qui est devenue, selon vous, l'ennemi de nos libertés. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un faux respect. Ouais. En fait, c'est un respect, c'est comme l'islamophobie. C'est d'abord, se coucher. Ça ne s'applique que à la religion et en réalité à l'islam. Ça veut dire ça, en fait. C'est-à-dire, ne parle pas de ma religion. Et ne fais pas de caricature. Critique pas. Ouais. Mais bien sûr que si. Non, je vais parler de toutes les religions. Non, mais ça veut dire et ça. Je vais faire des caricatures. Non, mais ça veut dire ça. Le respect, ça veut dire ça. Ça veut dire ne pas parler, ne pas faire de caricatures, ne pas critiquer. En fait, c'est un totalitarisme. De quoi? Cette notion de respect-là. Ouais. C'est j'empêche ta liberté d'expression au nom du respect que tu dois à ma religion. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit qu'une religion. Donc, ça devrait s'appliquer à toutes les religions. Et puis, ça devrait s'appliquer aussi à mon athéisme. Pourquoi pas, puisque moi, je suis athée. Puis, pourquoi ça ne s'appliquerait pas à Voltaire? Et puis, chacun a ce qu'il veut faire respecter plus que n'importe quoi. Donc, en fait, on ne parle de rien du tout. Donc, il n'y aurait plus de réflexion, il n'y aurait plus de dialogue, il n'y aurait rien. Et puis, on ne vivrait qu'entre gens pensant la même chose. Parce qu'on ne veut pas être bousculé. On ne veut pas être heurté. On ne veut pas affronter l'altérité, en fait. L'idéologie du respect, quand elle est devenue l'ennemi de nos libertés, c'est aussi parce que ça crée de la violence. C'est-à-dire qu'au nom du respect, on menace de mort et on tue. Et on tue. Au nom du respect. C'est ça. Reculer face à l'hystérie religieuse et identitaire, écrivez-vous, c'est exprimer la peur et la faiblesse qui mènent à la guerre, alors que seule la fermeté garantit la paix. L'humanisme est un combat, c'est toujours vous qui le dites, non une complaisance. C'est ça votre définition de la liberté d'expression? Oui. Ou du droit à s'exprimer? Oui. La CEDH l'a défini comme tout ce qui heurte, qui choque, qui blesse. Ça va jusque-là, la liberté d'expression. C'est pas fait pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. C'est fait pour dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Ce à quoi vous ne voulez pas être confronté. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais qu'on avance, voilà, j'allais dire ça. Oui. Qu'on avance et puis qu'on est ouvert sur l'autre. Oui. Sur le monde. Et puis, c'est pas grave si vous êtes choqué. Non. Il y a pire dans la vie. Vous allez vous en remettre. On n'est pas des petites choses. Sauf en amour. Sauf en amour. Vous avez été souvent choqué en amour. Quelquefois. Est-ce que le fanatisme et la violence sont l'apanage de la seule sphère religieuse? Non, vous qui êtes bien athée. sûr que non. Non. L'URSS athée, la Chine... c'est une religion,
C'est devenu, là, une sorte de religion telle qu'ils l'ont appliquée. En tout cas, c'est devenu un principe, parce que ça ne devrait pas être une religion, un principe liberticide. Alors, je reviens au Panthéon. Donc, c'est dans la condition humaine, cette violence-là. Mais, et je le traite dans un chapitre, il y a une différence quand même entre les hommes et leur rapport à la violence et au sexisme quand ils sont religieux et non religieux. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Alors, je reviens au Panthéon. Dans la crypte du Panthéon, donc vous étiez à côté de Voltaire. Il y a aussi Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, notamment Jean Jaurès, Victor Schœlcher, Jean Moulin, Michak Manouchian. Qu'est-ce qu'ils représentent, eux, pour vous? Tous ces gens que vous avez cités? Ouais. Ah bah ce sont les Il y a grands... sans doute un lien entre eux, d'ailleurs. Non, mais c'est les valeurs, encore une fois. Et c'est fait pour ça, le Panthéon. Il représente la religion civile que les révolutionnaires ont voulu appeler de leur vœu pour remplacer le christianisme à l'époque. La religion des grands hommes. Chacun représente une valeur républicaine, en fait. Et alors, il y a aussi des femmes, peu, mais il y a des femmes. Marie Curie. Ça, c'est pas très égalitaire. Marie Curie, Geneviève Antoniose de Gaulle, Germaine Tillon, Simone Veil, puis Joséphine Baker. Elles ont des choses en commun. Marie Curie. Et Marie Curie. Mais j'ai pas cité Marie Curie. Je sais plus. Je crois que j'ai cité Marie Curie. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Qu'est-ce qu'elles ont de commun? En dehors d'être femmes. Alors, indépendante, autonome, résistante. La résistance. Résistante à tous les dogmes, les unes comme les autres. Dans le domaine scientifique, dans le domaine politique. Mais il y en a très peu, effectivement. Alors là, ces dernières années, les présidents essaient de rééquilibrer un peu. Le prochain, ce sera Robert Badinter. On espère. Ah non, le prochain, c'est pas Robert Badinter. Le prochain, c'est Marc Bloch. Ah, c'est Marc Bloch, pardon. Mais oui. Bah oui, c'est pas encore été annoncé pour Robert Badinter. C'est Marc Bloch. Donc pareil. Ça, il a toute sa place. Il a toute sa place. Et après, Robert Badinter, en tout cas, Emmanuel Macron l'a annoncé. Oui. Et en conclusion, vous écrivez que si l'embryon de civilisation universaliste, laïque, rationaliste, issue des Lumières voltairiennes ne propose pas un sens, une lumière, une ambition, un destin, alors ce modèle de société disparaîtra face à des idéologies nihilistes, des politiques extrémistes ou des religions conquérantes. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Je veux pas le croire, parce que sinon on arrête de combattre. Donc je me refuse à l'idée. Je crois qu'il y a toujours un espoir. Alors, je suis pas sûr qu'on prenne que ça aille dans le bon sens. Néanmoins, la France résiste beaucoup plus que d'autres pays. Et tant qu'il y a un espoir, il faut se battre. Il faut se battre. En tout cas, c'est le sens de ce livre. Donc avant de conclure, je rappelle que votre dernier ouvrage, Après Dieu, est publié chez Stock. Merci en tout cas Richard Malka d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de dimanche sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous. Merci.